Au cœur du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie est un joyau de la biodiversité. Ses lagons et ses récifs côtiers sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Mais son plus grand trésor marin se trouve bien plus loin du littoral, dans des zones éloignées, à plusieurs jours de navigation. Nous sommes petits par nos îles, mais grands par notre océan. Ces espaces isolés qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie constituent un paradis pour les scientifiques. Aucune île n'y est habitée par l'homme. La nature est dans un état quasi originel. Ces récifs sont dans un état extraordinaire. C'est vraiment un vrai patrimoine mondial. Mais des menaces pèsent sur ces espaces naturels. Changement climatique, pollution, mais pas seulement. Aujourd'hui épargné par la surpêche, l'avenir pourrait être plus sombre dans cette zone. Les grands armements de pêche à la Seine sont capables de vider les océans. Et on est en train de vider les océans. Attention, il faut arrêter. Autre menace, les ressources minières sous-marines. Que se passera-t-il si l'on découvre du pétrole ou du gaz à l'avenir? Le développement, c'est pouvoir exploiter de façon raisonnable. Consciente de sa responsabilité, la Nouvelle-Calédonie a créé le parc naturel de la mer de Corail, l'un des plus grands du monde. Il recouvre l'intégralité de son espace maritime à l'extérieur des lagons. Mais à l'intérieur du parc, toutes les activités humaines ou presque sont pour l'instant autorisées. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de niveau élevé de protection défini dans le parc. Aujourd'hui, des scientifiques et des Calédoniens se mobilisent pour que cette biodiversité inestimable soit mieux protégée. Parmi eux, l'ONG environnementale Pew propose la création d'une vaste réserve dans le parc naturel de la mer de Corail auprès des autorités et du grand public. Plus on prend une grande réserve, plus on va avoir d'habitat, d'écosystèmes dedans, plus on a de biodiversité. Parallèlement, plusieurs équipes scientifiques travaillent à améliorer la connaissance sur ces sites d'exception et les espèces emblématiques qui y vivent. Désolé, petit. Baleines, oiseaux, requins, tortues, autant d'espèces que les chercheurs et les Calédoniens retrouvent dans leurs lagons. Bon, c'est bon Arnaud, allez baguer. Sur l'île Loin, dans le sud, les habitants aussi se mobilisent pour mieux préserver les fonds marins. Il ne faut pas pêcher des choses qu'on ne mange pas. On prend que ceux dont on a besoin. Ces hommes et ces femmes, scientifiques ou simples citoyens, sont déterminés à améliorer la protection de nos océans. Car ils le savent, l'enjeu est de taille. Les eaux du parc naturel de la mer de Corail ont un impact majeur sur le lagon calédonien. En langue de l'Iloin, on les appelle Atroquadjo, les gardiens de la mer. Ce matin-là, dans le lagon sud, un bateau met le cap vers l'îlot Huo. À son bord, la scientifique calédonienne Tiffen Reed. Elle veut essayer de capturer des tortues nées dans les fameuses zones éloignées du parc et qui rejoignent les eaux du lagon pour se nourrir. Pour cela, elle est aidée par Arnaud Wetty, un marin expérimenté, originaire de l'Îloin. Ouais, Arnaud, c'est un super capitaine. Non, il connaît la zone de nuit, les yeux fermés, en pleine tempête, il n'y a pas de souci. Sans GPS, il s'en sort. Comme tous les habitants de l'Îloin, Arnaud a passé toute sa vie sur l'eau. La mer, c'est un peu sa deuxième maison. Aujourd'hui, on a un spot magnifique. Si jamais on a appelé à perdre tout ça, ça va faire mal. C'est important si on veut préserver tout ça pour les générations futures, quoi. Donc c'est vraiment important pour nous, quoi. La collaboration avec les habitants de l'Îloin est primordiale pour la scientifique.
Eux, ils vont vraiment nous apprendre les petits coins, les manières qu'ont les tortues dans des endroits vraiment précis, devant chez eux, des choses qu'eux, ils ont vues. Et surtout, ce qu'ils vont nous apporter, c'est des connaissances sur le passé. Comment c'était avant. On n'a pas de données historiques, on va dire, sur le mouvement des tortues dans les 20 dernières années. Eux, ils l'ont quand même. Après 30 minutes de navigation, l'îlot Huo se dessine enfin. Et une première tortue apparaît. Jolie tortue là à droite. Ouais. On dirait un imbriqué. Immédiatement, Tiffen Reed se met en tenue de plongée. Une partie de cache-cache Oui, s'amorce avec le bateau. Pas facile d'attraper un animal si vif. Là, droite. À droite? Ouais, là, regarde, elle est juste là, elle est là. Là, elle passe sur le caillou. Elle est juste là, regarde. Ah Tout la gauche. Tiffen veut savoir comment grandissent les reptiles, si leur croissance est normale. Pour cela, elle cherche uniquement des tortues qu'elle a déjà baguées, identifiées et mesurées. Hop là. Bon, mais elle n'est pas baguée. Donc ça fait pas partie des individus qu'on avait attrapés la dernière fois. Donc elle va pouvoir repartir à l'eau. Vous n'avez pas le droit de la manipuler plus Non, que ça. non, mais là c'est juste qu'aujourd'hui c'est pas le but de la mission. On est vraiment là pour faire des taux de croissance. Donc au final, celle-là, elle va repartir à l'eau. Bon allez cocotte, dans 3 ans. Dans cette partie du lagon, Tiffen Reed suit 80 tortues. Celle-ci est bien baguée. Donc ces bagues là en général, elles peuvent tenir des dizaines d'années. Donc c'est pour ça que c'est un outil de travail très intéressant, puisqu'on va pouvoir suivre cette tortue tout au long de sa vie. 51,4. Elle a grandi d'1 centimètre par an depuis la dernière fois qu'on l'a rencontrée, donc c'est super. Mais bon, je tiens à rappeler quand même que 1 centimètre par an, elle va mettre au moins 30 ans avant d'arriver à une taille adulte et pouvoir se reproduire. Donc elle a quand même beaucoup de temps et beaucoup de problèmes qui risquent de lui arriver entre-temps. Seul un bébé tortue sur 1000 survit jusqu'à l'âge adulte. « 30 minutes plus tard, une troisième tortue est repérée. Comme les 2 tiers de ses congénères, celle-ci vient des eaux du parc naturel de la mer de Corail. Préserver cette zone est donc essentiel, car les tortues vertes sont en danger au niveau mondial. Le récif d'Entrecasteaux, c'est là où il y a le plus de pontes de tortues vertes en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quand même très intéressant de voir que les tortues du Grand Lagon Sud sont pour la plupart nées dans le parc marin à Entrecasteaux. Il y a quand même 1000 km entre les deux zones. On va dire pour préserver les tortues, on ne peut pas préserver qu'une petite zone. On ne peut pas préserver juste l'îlot Huo pour protéger les tortues de l'îlot Huo. Bien sûr, une réserve géante qui couvrirait toutes les migrations des tortues au départ ou qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, c'est sûr que ça serait la solution. Ces tortues du lagon Sud sont donc nées à plus de 40 heures de navigation sur les atolls d'Entrecasteaux. Ces récifs appartiennent donc au parc naturel de la mer de Corail. Ce parc, créé en 2014, couvre l'intégralité de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire toutes les eaux à l'extérieur des lagons. La zone est immense, 2 fois la taille de l'Hexagone. Elle englobe donc les atolls d'Entrecasteaux, les récifs de l'Astrolabe et Petrie, les plateaux des Chesterfield ou encore les îles volcaniques de Matthew et Hunter. C'est le plus grand parc naturel de France et même d'Europe. Dans les eaux du parc se côtoient 25 espèces de mammifères marins comme les baleines ou les dauphins et une 50aine d'espèces de requins. C'est un véritable paradis pour ces animaux et les chercheurs qui les étudient. Direction justement les eaux du parc naturel de la mer de Corail. À 450 km de Nouméa, nous rejoignons les récifs de l'Astrolabe. À bord du navire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Amborella, 5 scientifiques venus de Nouvelle-Calédonie, de Montpellier, mais aussi d'Hawaï. Ils sont ici pour explorer ces sites quasi vierges nommés Pristine en anglais. Pristine, c'est également le nom qu'ils ont donné à ce programme dirigé par Laurent Vigliola de l'IRD.
Il est accompagné de Stéphanie D'Agata, sa doctorante. C'est la toute première fois qu'elle s'apprête à plonger dans un récif pristine. Cet instant, elle l'a imaginé des centaines de fois. Quand on est plongeur, c'est clair que d'arriver dans des endroits comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau, quoi. On a envie de voir voilà, si c'est vrai ou pas, quoi. Si le mythe est vrai ou pas, quoi. Attention au requin. On passe sur le requin. C'est parti pour un voyage à travers un territoire intact de toute présence humaine. Un décor originel à 20 heures de navigation de Nouméa. Un spectacle unique. C'est impressionnant, ça grouille de vie, et il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout. Il y a du requin, c'est incroyable, quoi. C'est vrai, il y a vraiment, ça grouille de vie. Puis les poissons sont pas du tout peureux, en fait. Ils viennent nous voir, les requins venaient assez près, les carangues venaient assez près. C'est vrai que c'est une autre approche par rapport à une plongée traditionnelle dans un milieu qui est un peu plus influencé par l'homme. Ça n'a rien à voir, quoi. On sent vraiment un intrus, en fait, sous l'eau, quoi. L'équipe est ici pour effectuer un comptage de poissons. Indiscutablement, ces fonds sous-marins et ces récifs sont parmi les plus beaux et les plus riches de la planète. Le parc naturel Mer de Corail possède 30% de toute la planète, un tiers de ces derniers récifs, et il en reste très peu, 1,5% sur la planète, qui sont très loin de l'homme. On en possède un tiers en Nouvelle-Calédonie. Ils sont extraordinaires, il faut absolument les protéger. C'est un patrimoine mondial. Si les récifs du parc naturel de la mer de Corail sont si exceptionnels, c'est en partie grâce aux requins. Les squales agissent comme des protecteurs des récifs. Et si on enlève les grands prédateurs comme les requins d'un récif corallien, il va y avoir une surabondance de prédateurs de taille moyenne, les mésoprédateurs, qui vont manger trop sur les herbivores. Et donc les algues ne seront plus régulées, c'est ce qu'on appelle un effet cascade. Les algueraies vont alors s'étendre. À terme, les récifs se transformeront en champs d'algues. En plongée, les scientifiques ont observé un grand nombre de requins, mais ils veulent les comptabiliser. Pour cela, ils vont placer des caméras avec des appâts dans l'eau. Oui. À une vingtaine de mètres, là. Ok, j'ai mis 50 mètres de moute, c'est bon. 1, 2, 3. 2 caméras sont placées sur des axes différents afin de filmer en 3D. Les scientifiques pourront ainsi déterminer la taille des squales. Sous l'eau, le nombre de requins est ahurissant. Ouais, il est beau, quoi. Il est chouette, hein. 1 minute pour la détecter, même pas 11 minutes 54 secondes. Regarde, tranquille. Hein. Ouais, il va l'aspirer. Tu as vu comment il est à côté du petit requin? Et le petit requin, on l'a évalué à 1 mètre à peu près. Ouais. Regarde ça. Il n'a pas besoin de pince-coupe en face, je crois. Après analyse, les résultats sont exceptionnels. On compte 90% de requins de plus dans ces zones éloignées que dans le lagon de Nouméa. Partout ailleurs dans le Pacifique et dans le monde, il faut bien comprendre que quand vous plongez dans l'eau, vous ne voyez quasiment pas de requins de récif. Dans ces endroits-là, à chaque fois que vous plongez, il y a des requins. Il y a aussi toutes les autres espèces de poissons qui assurent toutes les autres fonctions. Le parc naturel est donc une véritable zone refuge pour les squales, décimées sur la planète.
Chaque année, au moins 100 millions de requins sont tués. À 450 km de là, retour dans le lagon sud de la Nouvelle-Calédonie, à Lilloin. Nous retrouvons Tiffaine, la spécialiste des tortues. Elle est venue en compagnie de Christophe Chevillon et Aline Chaffard de l'ONG Pew. Cette association américaine œuvre autour du monde pour la création de réserves marines géantes. Ils aimeraient que les Calédoniens en créent une à l'intérieur du parc naturel de la mer de Corail. Bonjour, bonjour. Ce jour-là, ils sont venus en parler aux enfants. Là, les tortues qu'on voit, qui se nourrissent tout le temps là devant chez vous, vous savez où est-ce qu'elles sont nées? Oui, sur le récif, sur les plages, sur les plages. Alors, donc, elles retournent toujours pondre là où elles sont nées, les tortues. Donc, d'Entrecasteaux, c'est le plus gros site de ponte de tortues en Nouvelle-Calédonie. C'est le plus important. Mais ensuite, on va avoir aussi les Chesterfield. Les scientifiques expliquent aux enfants le cycle de vie des tortues dans le parc de la mer de Elles se Corail. reproduisent ici, mais si on protège que cette partie-là, eh ben, pendant le trajet ici et là, elles ne sont pas protégées. Alors en fait, l'avantage, c'est que les grandes réserves, elles protègent ce qu'on appelle l'ensemble du cycle de vie des espèces. Au départ, la création du parc, c'est une enveloppe et un statut juridique, mais le niveau de protection par défaut est le plus bas possible qui puisse exister dans un parc. Donc le fait d'avoir créé le parc, ce n'est pas avoir protégé notre océan et nos eaux de la zone économique exclusive avec ses écosystèmes, sa faune, sa flore, enfin toutes les choses qu'il y a à l'intérieur, en fait, aujourd'hui, ne sont pas protégées. Vous savez ce qu'elles mangent? Les enfants sont passionnés. Des tortues, ils en croisent tous les jours. Mais ils ne savaient pas qu'elles venaient d'aussi loin. Exactement, c'est comme les dugongs. Déjà, il y a des animaux marins, c'est en voie de disparition. Et puis, il faut qu'on les protège parce qu'après, pour les autres, après, par exemple, pour les petits frères et les petites sœurs, ils ne pourront pas voir ce que nous, on a vu. Oui, c'est important. Par exemple, quand on a plus les bananes, tout ça, on descend, on tape les poulpes, les sèches, tout ça. Donc c'est important qu'il y ait toujours des poissons et des poulpes dans la mer. Si on n'a plus, comment vous allez faire? Quand il n'y a plus, on est obligé d'aller acheter des cochonneries. Vous avez une idée? Comment on pourrait faire pour protéger les océans? Puis pas taper trop de poissons. Donc ça, c'est pas de surpêche. Il faut faire des grandes réserves. Des très très grandes réserves. Pour ces enfants kanaks, la mer est plus qu'un terrain de jeu. Elle est sacrée. Protéger leur environnement leur semble naturel, eux qui sont entourés de zones de réserve dans le lagon. Sur l'île, Théophile Capetta s'apprête à aller pêcher pour son repas du soir. Ce coutumier constate au quotidien la baisse du nombre de poulpes sur le platier. Il n'y a plus comme à une certaine époque. Là, ça a diminué énormément. Quand on allait sur le platier, là devant, à une certaine époque, il y a 10, 15, des fois une vingtaine. Maintenant, là, il n'y a plus. Ils font plus, il n'y a plus comme avant. Ah, ils sont là. Non, parce qu'on ne respecte plus, quoi. Hein? On détruit. On détruit ce que la nature nous donne. Hein? On fait des surpêches. Depuis longtemps, dans la tradition kanak, il existe des zones interdites à la pêche, des sortes de réserves coutumières. Théophile n'a pas oublié ces valeurs transmises par les anciens. Mais voilà, il y a une dizaine. Il faut respecter. Il faut respecter la mer. Il faut respecter ce qu'elle nous donne, quoi. Parce qu'elle nous donne tout. C'est dont on a besoin. Il ne faut pas pêcher les choses qu'on ne mange pas. On prend que ce dont on a besoin. Malheureusement, à l'échelle mondiale, l'homme n'est pas si raisonnable. Les ressources marines s'amenuisent sur la planète. Mais heureusement, en Nouvelle-Calédonie, l'effort de pêche reste limité, pour l'instant. Sur notre zone économique exclusive, que 17 bateaux qui pêchent. Quand je me rends aux réunions internationales dans la région,
Il y en a qui ont plus d'une centaine de bateaux qui pêchent dans une zone qui est même pas la moitié de ce que l'on a. Préserver la ressource en poissons de la Nouvelle-Calédonie en créant une zone de réserve à l'intérieur du parc où les animaux pourront se reproduire, c'est toute l'idée défendue par l'ONG Pew. Quelques jours plus tard, ces représentants ont justement rendez-vous avec le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Monsieur le Président. Bienvenue au gouvernement. Ils viennent défendre leur position. Conformément aux préconisations de la communauté internationale, ils souhaitent que les 2/3 du parc soient mis en réserve. En fait, on vient vous dévoiler un petit peu une proposition de design pour une grande aire marine protégée au sein du parc de la mer de Corail. Donc on a les limites du parc ici, les eaux provinciales. Et en rouge, vous avez tout ce qui est site d'intérêt en termes de conservation. En rouge, les zones de conservation prioritaires identifiées par les travaux scientifiques comme les atolls d'Entrecasteaux, les Chesterfield ou les monts sous-marins. En noir, les principales zones de pêche hauturière. La zone de réserve proposée connecte les sites de conservation prioritaires tout en maintenant une zone de pêche très étendue. L'idée est de connecter les sites d'intérêt de conservation entre eux, tout en ayant un minimum de conflits d'usage avec l'activité de pêche à la longue ligne. Cette zone, elle représente 900 000 km², donc sur une totalité de 1,3 million de km² pour la ZE dans sa globalité. Si on veut que ce parc serve à quelque chose et qu'il remplisse sa fonction première, une aire marine protégée doit protéger la mer. Donc pour qu'il remplisse sa fonction première, il faut qu'au sein de ce parc, il y ait une zone suffisamment grande qui soit hautement protégée. Le gouvernement ne pourra se prononcer qu'au vu de la consultation d'abord du comité de suivi du parc de la mer de Corail. La question des niveaux de protection à appliquer à l'intérieur du parc est cruciale et délicate. Un comité de gestion a été mis en place. Il regroupe les autorités, des coutumiers, des pêcheurs et des membres de la société civile, chacun avec des intérêts divergents. Pour les autorités, il faut protéger sans freiner le développement, sachant qu'une grande inconnue subsiste. La zone pourrait bien receler des trésors miniers comme du gaz ou peut-être même du pétrole. Vous vous souvenez quand le parc a été créé ? On a déjà une forte exploitation minière terrestre avec les difficultés liées à la conjoncture internationale, mais également les difficultés environnementales ou d'acceptation des populations. Donc, on n'a pas forcément besoin, et aujourd'hui et dans l'urgence, d'aller également faire de l'exploitation sous-marine. Il n'a pas encore été démontré que nous aurions des ressources en gaz ou en pétrole qui seraient économiquement viables. Donc, autoriser les prospections, pourquoi pas, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité des fonds sous-marins. La découverte d'hydrocarbures dans les fonds marins présenterait un enjeu stratégique pour le territoire, car le taux de dépendance à l'énergie fossile est aujourd'hui de 96%. Les Calédoniens auront aussi leur mot à dire sur la gestion du parc. Ils sont appelés à s'exprimer lors d'une consultation publique dans les mois à venir. C'est une vraie démarche participative qu'on essaye de mettre en place. Donc on essayera, lors de la consultation du public, d'écouter chaque personne et chaque intérêt, pour justement le faire ressortir dans le plan de gestion. On veut vraiment que ce soit le plan de gestion des Calédoniens. Au sein du comité de gestion, les décisions sont prises collégialement. En cas de blocage, le président du gouvernement et le haut-commissaire peuvent trancher. En attendant que les autorités décident des niveaux de protection, les scientifiques continuent de travailler pour mieux connaître la biodiversité des fonds marins. À 650 km de Nouméa, retour vers les atolls d'Entrecasteaux. Nous retrouvons Laurent Vigliola avec une autre équipe de scientifiques. 11h25. Il débute une nouvelle mission, nom de code Apex. Le chercheur étudie toujours les requins du parc, mais cette fois-ci pas question de les observer de loin. Les scientifiques capturent des squales pour les équiper d'émetteurs et suivre leur déplacement. Pour identifier ce premier requin, l'équipe va fixer une bague numérotée sur son aileron.
Ils vont ensuite prélever des échantillons de peau, de chair et de sang. C'est le moment d'inciser l'abdomen du requin pour y loger l'émetteur acoustique. Alors tag 57 778. Il servira à repérer ses déplacements. Pendant chacune de ces étapes, le bateau continue d'avancer pour assurer l'oxygénation du requin. L'opération n'a duré que quelques minutes. Au suivant. Sous l'eau, des hydrophones sont installés. Ils vont détecter chaque passage de requin grâce aux émetteurs. Chaque requin a en fait une identification qui est en fait vraiment comme un code barre, comme au supermarché, avec une série de petits bruits acoustiques qui vont faire que chaque requin a une identité. Et on pourra dire que le requin est passé autour de l'hydrophone à telle heure. Cette mission a débuté en 2015. En tout, 156 requins ont été équipés d'émetteurs et 78 hydrophones ont été installés, notamment à Entrecasteaux, au Chesterfield et dans le Grand Lagon Nord, pour former un véritable réseau de surveillance acoustique. De retour à bord de l'Amborella, l'équipe va consulter les résultats des balises posées au tout début de la mission. Je te mets la communication Bluetooth. 1, 2, regarde la lumière. 3, 6. Oh là là, 39 000 détections. Combien 39 000. 40 000 présences de requins et 600 000 séries de sonores donc, qui va sur l'appareil. C'est énorme. Pour les scientifiques, il est impératif de protéger dès aujourd'hui cette zone, véritable sanctuaire pour les requins. Ces récifs sont tellement loin qu'ils sont protégés naturellement. Il n'y a pas vraiment de conflit d'usage parce qu'il n'y a pas vraiment d'usagers aujourd'hui. Donc les protéger aujourd'hui, c'est facile. Si on rediscute ensemble dans 30 ans, quand les ressources en poissons auront diminué et les gens vont les pêcher de plus en plus loin, et un jour vous aurez de l'usage dans ces zones-là et quand vous voudrez les protéger, ça sera très difficile. Donc c'est non seulement des endroits qui sont extraordinaires et protégés naturellement aujourd'hui, mais c'est aussi des endroits qui sont relativement faciles à protéger parce qu'il n'y a pas trop de conflits d'usage. Donc c'est le moment d'agir. Plusieurs mois plus tard, retour dans les eaux du Grand Lagon Sud. Entre Yaté et l'île des Pins, dans la réserve Merlet, la plus vaste réserve de Nouvelle-Calédonie. Nous retrouvons Laurent Vigliola et son équipe. Ils poursuivent leurs recherches sur les requins dans le lagon. Les scientifiques déploient le même dispositif qu'à Entrecasteaux pour détecter les passages des requins. On va aller près du récif, sur 20 mètres de profondeur. On va repérer en palmasque tuba un endroit où au fond c'est propice pour poser l'appareil. Allez, c'est parti. Depuis 46 ans, aucun bateau ne peut pénétrer dans cette zone sans une autorisation exceptionnelle des autorités. C'est une réserve intégrale où toute activité humaine, comme la pêche, est interdite. Les scientifiques veulent savoir quelle est la densité de requins dans la réserve et aussi si certains squales équipés d'émetteurs dans les eaux du parc ont nagé jusqu'ici. Et vous avez vu du requin ou pas? Non, rien du tout. D'accord. Pas un poisson, rien. Pas terrible. On va pâter, on va pâter. 22, tu peux y aller. Dans le parc de la mer de Corail, les requins s'étaient très vite agglutinés autour de l'appât. Mais cette fois, l'attente est bien plus longue. Dans cette réserve, les requins sont 2 fois moins nombreux que dans les eaux du parc naturel de la mer de Corail. Et ceux qui y circulent ont appris à être sur leur garde, car nous ne sommes qu'à 4 heures de navigation de Nouméa.
ces requins sont très méfiants parce qu'ils connaissent l'homme. Vous voyez, donc il y a une altération du comportement qui fait qu'on attend beaucoup avant de pêcher quand même. Mais j'espère bien qu'on va pêcher quelque chose parce que je sais qu'il y en a ici. Alors, presque 11 heures, on n'a rien attrapé encore. L'équipe retente sa chance quelques milles plus loin. 11 heures. C'est désespérément calme. Ce jour-là, malgré 4 heures de patience, toujours pas de requin. On a nous ici en Nouvelle-Calédonie la réserve Merlet qui est très vaste, mais qui n'est pas suffisamment vaste pour protéger complètement le requin. Le requin y est protégé, mais pas à des niveaux de ce qu'on observe sur les récifs isolés du parc naturel. Pour ces scientifiques, créer des réserves de grande taille est donc primordial pour protéger les requins, ces gardiens de l'état de santé des récifs. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'un grand animal a besoin de vastes espaces pour faire sa vie. On ne protège pas de la même manière un poisson clown qui fait quelques centimètres et qui est associé à son anémone de mer, et puis un requin ou un grand poisson de manière générale, une loche, un mérou ou une carangue. Ces animaux ont besoin d'espace. Et si on veut protéger ces animaux, il faut que l'aire marine protégée, la réserve, soit au moins de la taille de l'espace de vie de cet animal. Direction les eaux du parc naturel de la mer de Corail, sur le plateau des Chesterfield. Les requins ne sont pas les seuls animaux qui seraient mieux protégés par des réserves géantes. Les oiseaux marins sont eux aussi capables de parcourir des distances impressionnantes. Aux îles Chesterfield, justement, 13 espèces d'oiseaux marins nicheurs ont trouvé un lieu privilégié pour leur reproduction. Ils s'y retrouvent à chaque retour du printemps. Une équipe du CNRS et de l'IRD est ici pour étudier leurs mouvements. En bas, une femelle ensuite au premier plan, et à gauche et à droite de la femelle, au milieu, il y a 2 mâles avec chacun un poussin. Donc je vais y aller là. Henri Weimerskirch est écologue. Il sait que ces oiseaux marins parcourent de longues distances pour se nourrir. Mais il manque de données précises sur leur parcours dans les eaux du parc. Le but de sa mission, attraper des oiseaux de différentes espèces pour les équiper de balises. Il commence par les frégates. Donc là c'est une femelle. Les petites pattes, les mini-pattes. C'est un oiseau qui est essentiellement aérien, il est en vol en permanence, il a juste besoin des pattes pour s'agripper à des branches. Donc en fait, les tarses sont extrêmement réduits par rapport à n'importe quel autre oiseau. Tu vois aussi les frégates comptent parmi les oiseaux les plus mobiles sur la planète, capables de parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Donc là, un premier groupe de plumes qui est pris par le scotch. Ensuite, ça c'est la femelle qui cherche à revenir au nid, donc on va vite, après avoir mis un peu de colle, on sèche et on la relâche tout de suite, comme ça. Et voilà. Ok. Chesterfield est un terrain d'études privilégié. Les oiseaux sont partout. Après avoir équipé une frégate, il va maintenant tenter d'attraper un fou. Ils sont reconnaissables à leur bec et leur gorge, colorés de rose et de bleu. C'est une femelle, une bonne grosse femelle, avec une voix rauque, alors que l'autre il avait une voix très aiguë. Voilà. Les fous à pieds rouges, eux aussi, partent souvent plusieurs jours en mer. Leur population est répartie sur des milliers de petites îles des mers tropicales. Très grégaires, ils forment d'immenses colonies peu protégées. Allez, je te remets dans ton nid, vas-y. Allez, les fous et les frégates se nourrissent notamment des poissons volants du parc de la mer de Corail. Regarde ton nid. L'objectif de la mission est d'identifier leur zone de pêche. Voilà, c'est bien. Dans la mesure où on connaît, grâce à ces oiseaux équipés, des zones de concentration, donc pas seulement des oiseaux, mais également
des prédateurs comme les thons ou les mammifères marins, on va connaître des zones d'importance dans le secteur de Chesterfield pour la biodiversité. Et ça va nous permettre en fait de mettre en place des zones de conservation dans le secteur de la mer de Corail. À bord de la Lys, le navire océanographique de l'IRD, les scientifiques analysent les résultats livrés par les balises. Alors, inquiétant. Qu'est-ce qu'il nous fait le coco? Aïe, 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 aïe. Waouh! 2 trajets longs. Alors là, il fait au moins 250 km. Pour le coup, il doit aller sur l'autre. Là, il part sud-ouest. Ah, il n'y a pas l'air de trouver. Vous savez qu'il tire des petits bords comme ça quand même. Et là, il hop, là, il n'a rien trouvé. Et on monte. Et là, la zone de circulation et de pêche des oiseaux est effectivement immense. Créer des espaces de réserve de grande taille serait une solution adéquate de préservation. C'est vrai, il aurait dû faire 2 trajets. On sait qu'un certain nombre d'espèces d'oiseaux marins, notamment celles qu'on trouve au niveau du parc marin de la mer de Corail, ont besoin de très grands espaces protégés ou gérés, en tout cas de très grands espaces sur lesquels l'action humaine est modérée, voire très faible. Et donc ces méga-réserves, ces immenses zones de protection des masses océaniques sont des vecteurs importants, des voies importantes pour arriver à conserver la biodiversité et notamment tout ce qui concerne ces oiseaux marins. Avec plus de 200 000 couples d'oiseaux marins qui s'y reproduisent et y nichent, les îles éloignées comme Entrecasteaux constituent des zones d'importance internationale pour la conservation des oiseaux marins. Protéger le parc de la mer de Corail est indispensable à la survie des oiseaux marins des Chesterfield, mais aussi à ceux du lagon calédonien. Nous quittons le plateau des Chesterfield. Retour dans le lagon, au sud de la Grande Terre, sur l'îlot Mato. Éric Vidal est chercheur à l'IRD. Ce jour-là, en plein hiver austral, il vient retrouver 2 de ses collaborateurs qui viennent de passer plusieurs jours sur l'île à observer les pétrels. C'est la saison de nidification. Salut les gars. Salut Eric. Et Sylvain. Antoine. Alors, dans les terriers là, ça donne quoi? Les pétrels sont très difficiles à observer. Ils ne viennent sur les îlots qu'à la nuit tombée pour nourrir leurs petits. D'accord. On a un nouveau couple avec un œuf qui n'était donc ça fait ça. Ah, par rapport à la fois précédente, un nouveau, complètement nouveau. Donc là on en est à 3. Ah, c'est pas mal, terriers. Je te propose d'aller sur le dernier terrier qu'on a trouvé. Où on a... Qui est en haut? Qui est en haut Voilà, ou... où on va installer un piège. D'accord. Bah, très bien. Bah, on va aller voir ça. Hein. Donc les pétrels fait partie d'un groupe qui est extrêmement menacé au niveau de la planète. L'espèce ici, le pétrel de Tahiti, qui nous intéresse particulièrement, c'est une espèce qui jusqu'à présent n'avait quasiment jamais été étudiée. Donc tout est à découvrir, les sites de reproduction, la biologie de reproduction, le calendrier de reproduction et dans un prochain temps, donc les déplacements en mer et le régime alimentaire de cet oiseau. Pour les approcher, il faut donc trouver des terriers qui abritent des juvéniles. L'équipe conduit Éric Vidal jusqu'au premier poussin. Bon, les brindilles sont toujours là. Donc, comme on avait vu un nourrissage la nuit précédente, ça n'a rien de surprenant puisqu'on s'attend. Pour l'instant, on va quand même vérifier si le poussin est toujours en bonne santé dans son terrier, donc on va prendre le buroscope. Les scientifiques introduisent alors une caméra à l'intérieur du terrier. Là, on a un terrier qui fait à peu près 1 mètre, un peu plus. L'opération est délicate. Il ne faut pas effrayer le poussin. Bon, voilà le poussin. On le voit dans le coin inférieur droit, là. Ah, il aurait une dizaine de jours. Son plumage en duvet et sa taille laisse penser à une dizaine de jours. Avec cette caméra, l'équipe s'assure que le juvénile est toujours vivant. Car certains peuvent parfois mourir de faim quand leurs parents ne leur ramènent pas assez de nourriture du large. Assez récemment, donc pas hier soir. Ces oiseaux privilégient leur survie par rapport à l'élevage de leur progéniture. C'est-à-dire que s'ils se mettent en danger dans le fait de nourrir un jeune sur des ressources qu'ils ne trouvent pas, ils vont bien sûr abandonner le petit. Par exemple, celui-là, il a l'air
assez... Les pétrels sont donc capables de voler jusqu'aux eaux du parc naturel de la mer de Corail. Les eaux océaniques du parc marin sont effectivement très importantes pour l'alimentation et donc pour la survie des populations de nombreux oiseaux marins qu'on trouve soit dans le lagon, soit sur la Grande Terre. Et donc de la bonne santé du parc marin de la mer de Corail, bien évidemment, va dépendre la bonne santé d'un certain nombre d'espèces, alors en particulier d'oiseaux marins, que l'on trouve sur le lagon ou sur la Grande Terre. Ouais, on va mettre un piège. Pour recueillir des données sur les adultes, l'équipe va devoir ruser. On va mettre un piège photo. Dès qu'un pétrel entrera dans le terrier pour nourrir son petit, il sera photographié. Dès qu'il y a un animal qui va passer devant, donc on va pouvoir voir le Pour pétrel qui l'instant, rentre. cette équipe n'en est qu'aux prémices de sa mission. À terme, elle installera des balises sur les pétrels pour étudier plus finement leur connexion avec le parc naturel de la mer de Corail. Pendant qu'Éric Vidal et son équipe s'intéressent aux pétrels sur l'îlot Mato, à quelques centaines de mètres de là, commence un spectacle extraordinaire. Comme chaque année pendant l'hiver austral, les baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes du lagon calédonien. Comme les tortues, les requins ou les oiseaux, les cétacés traversent aussi les eaux du parc naturel de la mer de Corail. La plupart arrivent par le sud en provenance de l'Antarctique. Elles passent par la zone des monts sous-marins, puis mettent bas dans le lagon vers Prony. Elles repartent ensuite vers les eaux froides, soit directement par le sud, soit par l'ouest, en traversant le parc vers l'Australie. Les baleines de Nouvelle-Calédonie, ces scientifiques les étudient depuis 20 ans. Et elles ne se lassent pas du spectacle. C'est beau, c'est vraiment une belle observation. À bord du Zodiac, il y a donc Claire Garrigue, l'océanographe, Véronique, la capitaine du bateau, et Morgane, l'écologue marin. C'est leur moment préféré de l'année, l'heure des retrouvailles. C'est qui? Magali. On l'a vu l'année dernière. La première année qu'on l'a vu, je crois que c'est en 93. Et après, on l'a pas vu pendant longtemps. On l'a revu l'an dernier. On l'a revu quelques fois ensuite. Et des fois avec un petit. Les scientifiques identifient ces cétacés grâce à leur nageoire caudale. Mon petit gars, montre-moi, t'adores ça. 600 baleines à bosse sont fidèles à la baie de Prony. On a plus d'un quart des baleines qu'on connaît et qu'on revoit régulièrement. Donc c'est vrai que chaque année, tu rajoutes une histoire à cet animal. Ah tiens, c'est Fourchette, on le revient. Ah tiens, c'est Magali, est-ce qu'elle a un nouveau petit? Magali et son petit resteront 3 mois dans les eaux du lagon avant de traverser à nouveau le parc de la mer de Corail. Pour mieux les protéger, les scientifiques d'Opération Cétacés surveillent les trajectoires qu'elles empruntent lors de grandes migrations. Ces géantes utilisent les eaux du parc comme des zones de transit. Il y a 2 endroits dans le parc naturel de la mer de Corail où on sait que les baleines s'arrêtent actuellement. Il s'agit du récif du Rang, qui est situé au sud de l'île de Marais, donc sur la ride des Loyautés, et également du mont sous-marin de Capelle, qui est situé au sud de Chesterfield. Mais souvent, là... Ce jour-là, Claire Garrigue prélève un échantillon de peau sur le baleineau. Ok, c'est fait. Donc la maman, c'est la flèche numéro 2. Sur cette peau, on va pouvoir extraire l'ADN et connaître le sexe de la baleine. On va connaître les liens de parenté. Là, on connaît la maman, puisqu'on a aussi un échantillon de la maman. Donc on pourra chercher si on a le père parmi tous les mâles qu'on connaît ici. Les baleines à bosse sont protégées depuis 50 ans. Longtemps pourchassées par les pêcheries industrielles, ces cétacés étaient en grand danger d'extinction. Poursuivre les efforts de protection autour de ces majestueuses géantes et de leur habitat est primordial. À l'arrêt de la chasse baleinière, il restait quelques centaines d'animaux, et dont peut-être 10 à 20 femelles adultes en état de se reproduire. Donc on est passé très près de l'extinction de ces populations. À l'heure actuelle, il faut savoir que dans le Pacifique Sud-Ouest, on est à peu près
en quantité à 1/3 du nombre de baleines qu'on avait avant la chasse. Donc oui, c'est important de protéger ces zones parce qu'il faut que ces populations se reconstituent. Préserver les baleines, c'est aussi perpétuer un lien unique qui existe entre ces cétacés et les Kanaks. Depuis la nuit des temps, les habitants de l'île Loing, située au beau milieu de la zone de reproduction des cétacés, vivent au rythme des baleines. Comme chaque année, la tribu de l'île est en pleine effervescence à cette période. À l'école, les enfants s'y intéressés par les tortues de Tiefenried préparent de beaux dessins avec des artistes venus de tout le Pacifique. C'est très très joli. Et dans les champs, on s'affaire pour planter les ignames. C'est le cas de Pascal Wadekla, le président du comité de gestion de l'île Loing. Les baleines arrivent ici en fin juin, début juillet. Et c'est à ce moment qu'on commence à défricher le terrain, nettoyer le champ, débroussailler, remuer la terre pour préparer les endroits pour planter les ignames. C'est depuis avec la nuit des temps avec les vieux. Comme avant, le calendrier n'existait pas, donc ils se basent sur la nature. Voilà. Dans la culture kanak, l'igname a une valeur sacrée. C'est dire l'importance chaque année du retour des baleines. Vous savez, on dit souvent qu'on n'est pas kanak si on n'a pas de l'igname. Avec l'igname, que ce soit dans le mariage ou dans les décès, ou bien les baptêmes par exemple, c'est l'igname qui nous donne la valeur sur les mots. Pendant que Pascal travaille son champ, Tiefenried, la spécialiste des tortues, et Aline Chaffard de l'ONG Pew ont rendez-vous à la maison commune de l'île Loing. Donc je vous présente Tiefenried qui vient passer la journée avec nous. La saison des baleines est une nouvelle occasion pour défendre le projet de réserve géante au sein du parc. Pour cela, l'ONG a rassemblé des artistes de tout le Pacifique. Ils vont passer plusieurs jours ici à créer sur le thème de la protection des océans. Leurs œuvres seront ensuite exposées au Centre culturel Chibaou à Nouméa. Ce jour-là, Aline et Tiffen leur présentent les objectifs fixés par la communauté internationale en matière de préservation des océans. C'est vrai que c'est des milieux qui sont vraiment séparés. Donc c'est vrai que là, c'est important de faire de la sensibilisation tous ensemble, utilisant la science et l'art. Au final, c'est une super idée. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on dira la même chose avec des langages différents et des supports différents. Mais le message sera transmis et à chacun de déchiffrer ce message. C'est là où c'est important. On a la responsabilité, chacun, de faire quelque chose pour ces zones qui sont loin de nous, mais qui assurent notre survie. Et c'est le projet qu'on essaye de mener ici. Selon la communauté scientifique, il faudrait créer d'immenses réserves dans les océans pour protéger leur biodiversité. Mais aujourd'hui, voici la situation. Donc on en est encore loin. Il faut énormément d'initiatives. À peine 2% des océans sont protégés. C'est un chiffre qui reste bloqué dans mon esprit là pour le moment. C'est 2% qui est sous protection. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. En fait. Elles occupent un espace. Le travail d'un artiste, c'est de digérer ces informations justement pour sortir un travail physique, plastique. Donc voilà, il faut laisser ce temps de ce qu'on est en train de vivre ici, des explications qu'on a pu nous donner ce matin avec Pew pour voir ce qui va émerger de tout ça. Pour certains, comme Georges Noukou, l'inspiration est immédiate. Pour éveiller les consciences sur les dommages causés par le plastique dans les océans, ce militant écologiste néo-zélandais sculpte sur plexiglas. Christelle Montané, elle, a déjà travaillé sur la thématique des grandes réserves. La plasticienne compose des tableaux avec des motifs océaniens. Ce tableau représente une réserve XXL. Vous allez pouvoir trouver des tortues. Ce motif est un motif qui vient des Samoa, qui représente la protection avec les frégates. Et puis des baleines, des raimentas, des nautiles. Si nous tuons la nature, nous nous tuons nous-mêmes.
Donc c'est notre vie qui est en jeu en fait. On n'a pas le choix de toute façon. En créant le parc naturel de la mer de Corail, l'un des plus grands au monde, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait un pas décisif pour la préservation de la biodiversité mondiale. Mais aujourd'hui, les Calédoniens peuvent aller plus loin en créant des réserves à l'intérieur de cet immense parc naturel. Si on veut protéger ces animaux, il faut que l'aire marine protégée, la réserve, soit au moins de la taille de l'espace de vie de cet animal. Donc une petite réserve ne peut pas protéger un grand animal. C'est ainsi parce qu'il bouge. Dans les mois à venir, fort des recherches des scientifiques, les élus mais aussi les Calédoniens devront se prononcer sur les niveaux de protection et la taille des zones de réserve qui pourront être créées dans le parc naturel de la mer de Corail. Une consultation publique sera organisée prochainement. Chaque Calédonien pourra donner son avis. Je pense que c'est effectivement aux Calédoniens de défendre cette idée de conserver, de protéger quelque chose qui est leur bien, qui leur appartient, qui est un bien commun. Nous avons reçu un héritage, un bel héritage. Et qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants que nous aimons plus que tout au monde? Qu'est-ce que nous allons léguer? De son côté, l'ONG Pew souhaite que la Nouvelle-Calédonie devienne un exemple mondial, en créant sur les 2/3 du parc naturel de la mer de Corail une réserve de 900 000 km². Elle serait alors la 2e réserve marine au monde, après celle d'Hawaï, créée en 2016 par Barack Obama. Les Calédoniens conforteraient ainsi leur place d'Atroquadjo, de gardiens de la mer.